Bien, vous avez compris que l'agenda d'Olivier Véran était très tendu ce matin, puisqu'il va aller dans une pharmacie d'officine montrer toute l'importance du panel possible d'endroits de vaccination. Et donc, comme je l'avais annoncé hier, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ne pouvait pas être là ce matin, et elle a eu la gentillesse de nous enregistrer à la descente de l'avion qui l'a ramené des États-Unis, une courte vidéo pour s'exprimer devant nous. Donc je pense qu'on peut lancer Mesdames et messieurs les directrices et directeurs généraux de CHU, mesdames et messieurs les présidentes et présidents de CME, mesdames et messieurs les doyennes et doyens, mesdames et messieurs, c'est une joie pour moi de pouvoir clore ces 17e assises hospitalo-universitaires, même si je ne peux malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui. Le thème de cette année, agir dans un monde d'incertitude, un défi pour les CHU, s'il est une façon de préparer l'avenir, est aussi une occasion pour moi de vous féliciter pour les actions quotidiennes du monde hospitalo-universitaire pendant la crise. La pandémie, bien sûr, est l'une de ces grandes incertitudes. Et pour y répondre, vous avez su vous investir sur tous les fronts, ceux du soin, de l'enseignement et de la recherche, sans privilégier une tâche au détriment d'une autre. Cet engagement exceptionnel, cette capacité d'adaptation et ce travail acharné des personnels, des enseignants-chercheurs, des étudiants ont été indispensables dans la crise que nous traversons. Je vous en remercie chaleureusement. Comme l'a indiqué le président de la République lors de l'annonce du plan Santé et Innovation 2030, le 29 juin 2021, et au regard de la crise sanitaire, la recherche en santé et ses applications au bénéfice de la santé de nos concitoyens sont une priorité majeure du gouvernement. 7 milliards d'euros y seront consacrés dans les 5 années à venir, dont 1 milliard pour renforcer les capacités de recherche biomédicale. L'arrivée d'innovations au lit du patient, que ce soit des médicaments, des dispositifs médicaux ou des modes d'intervention non médicamenteuses, nécessite de multiples étapes. La recherche, clinique ou fondamentale, dans laquelle les CHU sont des acteurs incontournables, est essentielle pour préparer notre avenir. Comprendre les mécanismes qui sous-tendent les maladies, identifier des cibles thérapeutiques, développer de nouveaux médicaments, de nouveaux dispositifs médicaux, implique une validation du réel bénéfice au profit des patients. Ceci constitue un cercle vertueux, de la paillasse au lit du patient, dans lequel les CHU ont un rôle essentiel à jouer aux côtés des universités, des organismes de recherche et des entreprises. Dans ce processus, la formation est également un objectif fondamental dans lequel nous sommes d'ores et déjà pleinement engagés. Ce sont au total 17 184 étudiants en filière médicale qui sont entrés en deuxième année, 15,5% de plus que l'an dernier. La filière médecine bénéficie d'une augmentation historique de 19,5%, soit plus de 1800 étudiants supplémentaires. Cette réponse aux besoins de soins de la population implique une adaptation et une transformation pédagogique. Ainsi, la création de 8 sites universitaires supplémentaires en odontologie permettra d'atteindre l'objectif de formation, mais également, nous l'espérons, la fidélisation des professionnels en zone sous-dense. La réforme du second cycle des études médicales, qui sera mise en œuvre dès l'an prochain, confirmera la diversification des terrains de stage, complémentaire des stages obligatoires au CHU. Ainsi, les étudiants pourront appréhender différentes pratiques professionnelles au sein des territoires avant de choisir leur voie et leur lieu d'exercice. Je profite de cet instant pour remercier encore une fois les conférences des doyens et l'ensemble des enseignants pour leur implication dans ces transformations pédagogiques indispensables. Enfin, en termes de ressources humaines, nous poursuivons l'engagement pris en juillet 2020 de créer chaque année 50 postes d'encadrants universitaires pendant 5 ans. Et les textes relatifs au statut hospitalo-universitaire sont en cours. Le rapport du groupe de travail sur l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires l'a confirmé. Pour maintenir l'excellence de nos formations en santé, nous devons continuer de proposer aux étudiants un encadrement constitué de professionnels de très haut niveau et de savoir faire naître des vocations
de futurs spécialistes des disciplines en santé. Je sais pouvoir compter sur la communauté hospitalo-universitaire comme fer de lance de cette dynamique afin de relever avec toujours plus d'audace et de persévérance les défis qui nous attendent. Merci encore pour ce temps que vous ne comptez pas auprès des malades et auprès des étudiants. Merci pour l'excellence de vos travaux de recherche et pour votre implication dans l'innovation en santé. Merci enfin pour la qualité du dialogue franc et direct que nous avons établi pendant ces années et qui nous a permis de progresser ensemble. Bien, je crois que même si elle n'est pas là, nous pouvons applaudir la ministre. Alors, comme vous l'avez compris, notre programme était un peu bouleversé ce matin. On vient d'en discuter avec Marie-Noëlle Gérin-Bozard et puis Patrice Diot. Nous n'avons pas mission de commenter les deux discours des ministres, mais nous échangerions volontiers avec vous. Donc, nous vous proposons tous les trois le schéma suivant. Nous allons écouter la première oratrice ce matin, Corinne Bieder, sur le contrôle et la reconnaissance des incertitudes. Puis, nous ferons cette séance d'échange avec vous. Ensuite, une pause. Et nous terminerons par la présentation de Fernand Ettori, dont vous ne le savez pas, mais peut-être certains, qui est une star des questions de management situationnel en Europe. Et puis la clôture. Et je pense que nous terminerons un peu plus tôt que prévu. Et donc, vous pourrez rejoindre vos avions et vos trains sans aucune impression de précipitation. Donc j'accueille maintenant Madame Corinne Bieder. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer ma présentation, je voulais juste... et vous remercier de l'invitation. Juste vous préciser d'où je parle. Je ne viens pas du tout du monde hospitalo-universitaire. Je viens plutôt du domaine de la sécurité industrielle. Et ce qui, dans l'aéronautique, qui est le domaine dans lequel je travaille actuellement, correspond essentiellement à la sécurité des vols ou plus globalement à la sécurité des opérations aériennes. Alors, pourquoi parler de sécurité dans une conférence sur l'incertitude ? En fait, il existe différentes manières de manager la sécurité et elles traduisent des approches très différentes vis-à-vis des incertitudes. Alors pourquoi différentes manières de regarder la sécurité ? Il y a plusieurs éléments qui vont jouer un rôle là-dessus. Le premier, c'est certainement la focale. Vu de loin, toutes les industries à risque se ressemblent, toutes les organisations à risque se ressemblent et on a tendance à avoir une approche assez standardisée du management de la sécurité. Autre élément qui va jouer un rôle, le point de vue. Alors ce point de vue, il est très facilement traduit par la discipline dont on vient. On a entendu hier que le point de vue d'un médecin était souvent différent du point de vue de quelqu'un qui vient des sciences humaines et sociales. De la même manière, dans les domaines très technologiques comme l'aéronautique, le point de vue d'un ingénieur va être très différent de celui d'un représentant des sciences humaines et sociales. Et enfin, autre élément, la sécurité et les organisations à haut risque sont immergées dans un contexte plus vaste, dans un contexte réglementaire, un contexte sociétal, un contexte légal. Et tous ces enjeux liés au contexte externe, aux injonctions externes, vont également jouer un rôle sur la manière dont on va regarder la sécurité, la manager et du coup, dans la manière dont on va faire face aux incertitudes. Alors juste pour éclairer l'un de ces regards sur la sécurité et l'une des approches de management de la sécurité, je vais repartir sur l'historique de la construction de la sécurité en aéronautique. Historiquement, la sécurité s'est construite à partir de la certification des aéronefs, donc basée sur des analyses de risques assez sophistiquées qui anticipent l'ensemble des pannes et des dysfonctionnements et mettent en œuvre des dispositions de conception pour rendre l'avion intrinsèquement sûr. À cela s'ajoutent des procédures, c'est un monde extrêmement procéduralisé, et ces procédures ont pour objectif de proposer une réponse a priori sûre à l'ensemble des situations, anticipées pour le moins, et surtout de réduire la variabilité de la performance des opérateurs. C'est-à-dire que là, on va réduire l'incertitude en standardisant les pratiques.
Et à cela s'ajoute la sélection et la formation, tout cela pour réduire les probabilités d'erreur dans l'application des procédures. Alors cette démarche par procéduralisation, elle existe en fait à tous les niveaux, depuis les plus hauts niveaux de l'État, avec la production de lois qui vont se transformer en règlements, qui vont se transformer au sein des organisations en processus et en procédures. On est là dans un modèle de contrôle hiérarchique du risque. En fait, la sécurité est appréhendée au travers de la gestion des risques, par l'anticipation, la prescription et la rétroaction. C'est-à-dire qu'il peut exister des accidents, mais ces accidents sont interprétés comme étant finalement un déficit dans l'analyse de risque. Et l'hypothèse sous-jacente, c'est qu'il est possible de tout anticiper et donc de réduire les incertitudes qui ne sont considérées que sous l'angle de la probabilité d'occurrence des événements. Donc en fait, le risque devient un instrument de contrôle des incertitudes, permet de les anticiper, de les mesurer et finalement de les maîtriser. Alors ça vaut la peine de revenir en fait sur cette notion de risque et de gestion des risques comme instrument de contrôle des incertitudes, et notamment de revenir au domaine de définition et au domaine de validité de la gestion des risques. On peut distinguer en fait plusieurs domaines. Un domaine qui est un domaine connu, dans lequel on est capable de décrire tous les éléments qualitativement, exhaustivement, et à un élément donné, correspond un seul prédécesseur et un seul successeur. On est dans le monde du déterminisme. Au-delà de ça, il existe un autre monde, qui est le monde du connaissable, dans lequel on est toujours capable de décrire tous les événements, tous les éléments de manière qualitative et exhaustive. Simplement, à un élément donné, peuvent correspondre plusieurs prédécesseurs ou plusieurs successeurs. Au-delà de ça, la vraie vie, si j'ose dire, nous montre qu'il existe un immense domaine, au-delà de ça, qui est le domaine de l'inconnaissable, de l'imprédictible, de l'ignorance. Et si on en revient à la définition même de la gestion des risques, elle ne prétend s'intéresser qu'au domaine du connu et du connaissable. C'est-à-dire que dans toute approche basée sur la gestion des risques, l'incertitude va être définie uniquement au travers des probabilités d'occurrence et va laisser hors champ, par définition, tout ce qui relève de l'imprédictible, de l'inconnu et des aléas. Ça, c'est très important à garder en tête parce que si on regarde de plus près la vraie vie, encore une fois, on se rend compte que la sécurité repose sur des tas de choses qui dépassent largement des conceptions techniques sûres, des procédures et une stricte application de ces consignes-là. En fait, quand on regarde les situations de plus près, on y voit des tas d'aléas, des tas d'imprévus, des tas d'incertitudes, pas seulement d'énormes magnitudes, comme les crises telles que celles qu'on vit aujourd'hui, mais au quotidien, tout le monde, à tous les niveaux, fait face à un certain nombre d'aléas qui sont pas anticipés ou qui échappent à toutes ces approches basées sur la gestion des risques. En fait, quand on va au plus près du terrain, et c'est ce que font les sciences humaines et sociales, on observe que dans ces organisations à haut risque, des mécanismes se développent à la fois au niveau individuel et organisationnel pour faire face à toutes les situations, qu'elles soient prévues, imprévues, et ces mécanismes permettent à ces organisations à haut risque de continuer à exploiter ou à opérer en sécurité, malgré, encore une fois, des aléas et des imprévus et des incertitudes quotidiennes. Alors, il y a certaines théories qui ont essayé de mettre en évidence ces mécanismes. Je vais vous en citer quelques-uns. Il y a un mécanisme d'adaptation des mécanismes de décision, justement, selon ce que la situation requiert. C'est-à-dire que quand la situation est relativement bordée, proche du normal et bien couverte par les procédures, c'est le modèle précédent qui s'applique, un modèle de contrôle hiérarchique. En revanche, quand la situation se complexifie et qu'elle sort de ce que les procédures ont anticipé, l'organisation change, la décision est déléguée aux experts des situations, à savoir les opérateurs, et le management couvre ces décisions-là. Autre condition mise en évidence dans ces organisations à haute fiabilité, le développement et le maintien d'un haut niveau de compétence des opérateurs, et le plus souvent au-delà des tâches qui leur sont assignées à proprement parler. Donc on est là dans une approche totalement différente par rapport à la précédente, où en réalité on reconnaît
l'existence d'incertitudes, d'aléas, d'imprévus et leur irréductibilité. C'est pas pour ça qu'on est dans une situation où on n'anticipe rien, mais on reconnaît qu'on ne sera pas capable de tout anticiper. Et l'enjeu, y compris l'enjeu managérial, est de développer des conditions favorables à la sécurité dans toutes les situations, y compris celle-là. Alors, les organisations à haut risque existent, comme je le disais tout à l'heure, dans un contexte qui est beaucoup plus vaste. Et ce contexte va finalement induire des injonctions qui vont également jouer un rôle dans le choix des stratégies adoptées pour manager la sécurité. Et parmi ces injonctions externes, parmi ces éléments de contexte qui vont jouer un rôle, eh bien, il y a les modes de gouvernance, le caractère auditable de ce qui a été mis en œuvre pour manager la sécurité. Aujourd'hui, on est dans un modèle de gouvernance qui est un modèle de contrôle où l'autorité de sécurité réglemente et vérifie que la réglementation est bien appliquée. Donc ces aspects-là vont jouer un rôle dans le choix des mesures de management de sécurité. Autre élément, c'est le caractère audible. Audible pour qui? Pour le public, pour la société civile. Et aujourd'hui, on est encore fortement dans un modèle où le contrôle inspire davantage confiance au public que des formes plus flexibles et plus adaptables de management de la sécurité. Et autre élément qui également interfère, ou en tout cas joue un rôle important dans le choix des stratégies pour manager la sécurité, c'est la possibilité d'établir clairement des responsabilités juridiques. Donc on voit qu'en fait, si le premier modèle, le modèle de contrôle hiérarchique des risques, apparaît finalement moins efficace d'un point de vue de la sécurité, il y a beaucoup d'exemples d'accidents qui ont eu lieu alors que les procédures étaient strictement respectées. Pour ces trois autres critères, pour ces trois autres enjeux, ce modèle-là, est aujourd'hui beaucoup plus adapté en fait, pour répondre à ces injonctions externes, alors que des modèles qui reconnaissent la complexité et qui proposent des approches beaucoup plus flexibles et beaucoup plus adaptables semblent plus efficaces du point de vue de la sécurité, mais beaucoup moins adaptés à ces injonctions extérieures. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, en réalité, ces approches, elles coexistent pour de bonnes raisons. Simplement, ces raisons ne sont pas celles de chacun des acteurs, ça dépend de leur point de vue. Et elles coexistent en tension et elles créent des tensions. C'est-à-dire que chaque organisation à haut risque a à la fois est en demeure finalement de répondre aux injonctions externes, mais également d'assurer la sécurité des opérations dans toute la complexité qu'elle propose. L'enjeu, c'est bien évidemment d'essayer de les articuler, mais vous aurez compris que ça ne va pas de soi. Alors ça ne va pas de soi parce que, encore une fois, les enjeux sont différents, les acteurs sont différents, souvent les disciplines sont différentes, mais cela dit, l'objectif est bien de dépasser la situation actuelle et d'essayer de les concilier en connaissance de cause. En fait, pour reprendre l'analyse d'une chercheuse que je trouvais assez intéressante, on est passé dans une société du risque où on prétendait maîtriser la nature et les incertitudes, notamment par les progrès technologiques, à une société de l'incertitude où on se rend compte par des événements globaux comme le changement climatique ou la pandémie qu'on est en train de vivre, ou par la complexité même qu'ont généré les technologies au niveau des organisations et des sociétés, qu'il existe des incertitudes qu'on ne sait plus, qu'on ne peut plus réduire. Donc on est face à ce paradoxe-là. Alors pour éviter de plomber l'ambiance dès le matin, l'une des pistes qui semble quand même assez intéressante à poursuivre ici, c'est, et ça a été dit plusieurs fois hier, c'est certainement de mettre en présence et mettre en discussion les différents points de vue pour que naissent des échanges sur les différents enjeux et que naisse une compréhension et un partage de cette prise de conscience de la complexité qu'on a créée et pour que puissent se dessiner des solutions non pas idéales pour qui que ce soit, mais suffisantes pour tout le monde.
Je vous remercie. Eh bien, nous avons du temps pour répondre à quelques questions. J'imagine qu'elles seront... Voilà, une première main. On nous applique souvent la comparaison entre la médecine et l'aéronautique, donc c'est l'occasion de beaucoup de controverses. Bonjour, Philippe Berthelot, je suis doyen de la fac de médecine Saint-Étienne et médecin hygiéniste. Merci pour votre intervention très intéressante. La question que je me pose, dans tout ce qui a été évoqué dans ces assises, personne n'a évoqué la perception du risque. Parce que votre approche gestion du risque paraît très logique. Et dans la gestion du risque, il y a la prévention. Et la prévention découle de la perception du risque. Est-ce que vous pouvez commenter ça, s'il vous plaît ? Alors, en fait, je vais reprendre une partie du message. La perception du risque, elle est appréhendée de manière très différente selon les disciplines. En fait, en sociologie, on a tendance à parler de construction sociale du risque, à savoir que cette perception sociale est fortement liée finalement à des mécanismes qui vont, à un moment, focaliser l'attention de la société sur un risque. Et ça n'a rien à voir avec le risque objectif, le risque physique associé à une activité. Je prends l'exemple de la 5G, par exemple. Ça a été un risque qui, à un moment, a été socialement construit. Tous les médias, tous les discours se sont focalisés là-dessus. Et ça se passe par vagues, en fait. C'est-à-dire que cette perception du risque, elle peut être liée à des mécanismes individuels, bien sûr. Il y a des tas de choses qui ont été écrites sur la proximité, le fait que ce soit un événement qui soit produit, par exemple, près de chez vous ou dans une communauté qui vous ressemble ou des choses comme ça. Ça s'appelle aussi l'amplification du risque. Mais il y a aussi des tas de phénomènes sociaux qui font qu'à un moment, pour des raisons... comme l'a évoqué M. Mathiot hier matin, vont focaliser l'attention d'une société et amplifier cette médiatisation du risque qui vont significativement impacter la perception. Et c'est des mécanismes extrêmement compliqués. Il y a des questions sociales et des questions politiques derrière, assez fortes. Et c'est vrai qu'on est... Alors, dans les approches gestion des risques par les ingénieurs, cette dimension perception du risque est assez peu traitée. C'est une approche, je dirais, froide de la gestion des risques. Mais certains essaient de dépasser la seule définition du risque comme combinaison de la probabilité d'occurrence et de la gravité des conséquences en y adjoignant une composante perception du risque, mais qui est mal traitée aujourd'hui, puisque... Bonjour, Didier Samuel, je suis doyen de la faculté de médecine Paris-Saclay. Je me souviens, à titre personnel, j'avais été assez frappé par le crash du vol Rio-Paris, et d'abord parce que je voyageais du Brésil 2 jours avant, et donc je m'étais intéressé à ce qui s'était passé. J'avais regardé à l'époque les transcriptions de l'enregistrement de ce qui se passait dans le cockpit entre les pilotes, qui étaient 3, et notamment face à plusieurs situations qui, notamment par exemple, il y avait je ne suis pas un spécialiste, mais il y avait un orage qui était devant, et le commandant de bord avait choisi d'aller dedans et pas de le contourner, et puis d'aller se reposer au moment où il a laissé les plus jeunes aux commandes. Et donc il y a une situation qui s'est déroulée sur 4 minutes, et pour avoir aussi avec une... bien sûr, je ne suis pas là pour dire ce qu'il fallait faire, j'en ai aucune compétence, mais quand même, j'avais trouvé une très très grande similitude avec ce qui peut se passer dans des situations ultra critiques au bloc opératoire, ou parfois en réanimation, ou en urgence, où on a à prendre des décisions, je dirais, à conséquences majeures, dans des délais ultra brefs. Et
je ne suis pas là pour juger, mais on peut dire que, je dirais que la situation que j'ai vue passer dans des grosses chirurgies, peut-être c'était pas rattrapable, mais j'ai vu quand même qu'on n'était pas bien parti au départ parce qu'on n'était pas dans les conditions pour réagir à la situation. Alors la boîte noire, elle permet en fait d'enregistrer et actuellement et aussi d'analyser a posteriori. Et sans ça, on pourrait difficilement analyser a posteriori ce qui s'est passé. Et actuellement, il y a des projets d'aide à la chirurgie, d'équivalent de boîte noire dans les blocs opératoires, d'analyse de l'enregistrement de situations de crise. Et comment vous voyez ça par rapport à la médecine et à la chirurgie? Est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir ce genre d'aide de capacité d'enregistrer? Il y a des chirurgiens avec qui je discute qui me disent tu comprends, c'est pas possible qu'on m'enregistre et qu'on discute de ce que j'ai fait au bloc, etc. Donc ça, c'est une situation actuellement qui est quand même discutée en médecine, avec les outils de simulation, les outils également d'analyse, l'aide à la décision. Et quel est votre avis là-dessus, qui, je pense, est une situation similaire, différente, parce que quand on se trompe, nous, sur un patient, on se trompe sur un patient. Vous, quand vous vous trompez ou quand il y a une erreur humaine dans un avion où il y a 300 personnes, on sait comment ça se termine. Donc l'ampleur est aussi importante pour une personne, mais l'effet est différent en termes d'impact. Comment voyez-vous cette similitude? Alors, d'abord, je reviens juste sur le terme. Quand il y a une erreur humaine, il se trouve que la technologie est faite de telle sorte, enfin la technologie et les modes opératoires dans un avion sont faits de telle sorte qu'une erreur humaine mène rarement au crash. Et même ne mène jamais au crash parce qu'il y a des redondances à la fois technologiques et humaines. Pour revenir à votre question sur l'enregistrement, en fait, c'est un sujet qui a été extrêmement compliqué dans l'aéronautique et qui l'est toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le droit d'utiliser les boîtes noires et de décoder les boîtes noires uniquement en cas d'accident. Autrement, ces enregistrements sont écrasés. Ils ne sont pas exploités. Par contre, l'utilisation de l'enregistrement dans des situations de simulation ou même dans les cockpits en opération normale et leur utilisation à des fins de formation, ça dépend énormément d'une compagnie à l'autre, d'un pays à l'autre. Il y a des pressions sociales comme celles que vous évoquiez, le fait que les gens ne veulent pas être enregistrés et ne veulent pas qu'on puisse utiliser un enregistrement contre eux. Donc encore une fois, l'utilisation des enregistrements des boîtes noires est extrêmement cadrée dans l'aéronautique et de manière réglementaire. Autour du monde, ces boîtes noires ne peuvent être utilisées qu'en cas d'accident. Donc la question n'est pas si différente que ça dans l'aéronautique. Après, que disent les boîtes noires? Il y en a deux, et elles sont oranges d'ailleurs, elles ne sont pas du tout noires, mais il y en a une qui enregistre des paramètres techniques en fait, issus de capteurs partout sur l'avion, et puis il y en a qui enregistrent effectivement les voix dans le cockpit. C'est extrêmement utile a posteriori pour essayer de comprendre ce qui s'est passé effectivement, mais dans l'aéronautique en fait il y a heureusement très peu d'accidents. Donc on apprend des choses des accidents, mais c'est pas la principale source d'apprentissage. On apprend beaucoup plus en fait de ce qu'on appelle des incidents ou même des événements. Il y a des bases de données avec des centaines de millions d'événements rapportés dans le monde et qui sont beaucoup plus riches en description de contexte en fait. Le problème des boîtes noires, c'est que alors la boîte noire purement technique vous donne un rendu très froid, encore une fois, du vol, et qu'au travers de paramètres choisis, ils ne sont pas tous enregistrés. Donc c'est très intéressant pour un constructeur de savoir comment l'avion s'est comporté. Les voix sont intéressantes pour donner une certaine représentation de ce que l'équipage avait en tête et comprenait à ce moment-là, mais il faut bien voir que l'équipage ne verbalise pas nécessairement tout ce qu'il comprend ou tout ce qu'il a en tête. Donc le croisement des deux permet de rajouter un tout petit peu de contexte à ce qui s'est passé, mais ça reste, il y a des tas de choses qui restent très compliquées. Et dans le cas du Rio-Paris, je me permets juste
cette parenthèse-là. En fait, il y a eu des tas d'analyses possibles de cet accident. C'est-à-dire que soit on se focalise sur l'opérateur de première ligne et on dit il a tiré sur le manche alors qu'il ne fallait pas, soit on dit au niveau de l'équipage, effectivement, il y a eu cette situation où le seul commandant de bord est allé se reposer dans une situation un peu critique. Mais on veut regarder aussi plus large en disant au niveau de la compagnie aérienne, il y a eu un choix en fait de maintenir cette route au travers d'un cumulonimbus et au travers d'une zone dans laquelle il existe ce qu'on appelle des cristaux de glace à haute altitude, dont on sait que ça peut perturber à la fois les capteurs de pression et les moteurs. Donc en fait, on va pouvoir en faire une analyse à différents niveaux. Et selon le niveau, ou en tout cas l'unité d'analyse qu'on va choisir, ça va nous mener à des mesures correctives qui sont extrêmement différentes. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à... Pour aller dans le sens de Didier Samuel, je voudrais vous dire que de toute façon, nous y allons inéluctablement. Nos anesthésistes au bloc opératoire enregistrent actuellement par informatique la presque totalité de leurs gestes et des prescriptions sur les patients et les temps opératoires, premièrement. Deuxièmement, beaucoup de procédures, dont par exemple les robots, vont incorporer des mémoires de tout ce qui s'est passé, ne serait-ce que parce que ça permet aussi d'améliorer la gestique. Donc, par exemple, une firme comme Intuitive a développé déjà des logiciels absolument impressionnants. Avant de passer la parole à Jean-Yves Govrit, nous avons appris de l'aéronautique, au moins sur 2 grands domaines, la question de la gestion de la fatigue et du temps de travail, on a beaucoup appliqué, et le processus des checklists. Mais vous, en aéronautique, est-ce que vous verriez un intérêt à aller faire des enquêtes au bloc opératoire, par exemple? Est-ce que ça pourrait vous apprendre quelque chose concernant ce qui a été dit hier, la manière dont il faut faire face à la vraie vie, c'est-à-dire augmenter le niveau de sécurité par le niveau des procédures, mais de toute façon, on n'est jamais sûr à 100%, et donc il faut aussi développer les capacités de faire face par intelligence humaine. Est-ce que ça a déjà été imaginé ? Alors, vous prêchez une convaincue, de la richesse des échanges, en fait, et d'aller voir ailleurs, d'aller voir autrement. Et alors, c'est vrai qu'on a souvent comparé, entre guillemets, l'aéronautique et le monde médical. On n'est quand même pas sur des domaines totalement similaires. Le niveau de formation dans le monde médical est bien supérieur au niveau de formation dans un cockpit. Je suis désolée de vous décevoir, hein, mais c'est le cas. C'est très important ce que vous dites, parce que ces dernières années, il y a eu une sorte de bashing de l'enseignement et de la formation exercée notamment par les facultés, les CHU, etc., et nous disant mais vous n'atteignez pas ce processus de sécurité. Et je pense que notre processus de formation est bien plus exhaustif et complexe que celui d'un pilote d'avion. Alors, la formation des pilotes, en fait, s'est énormément simplifiée avec le développement de l'aéronautique, sachant que l'aéronautique est une activité éminemment internationale et que c'est standardisé à travers le monde. C'est-à-dire qu'il a fallu, si vous me permettez l'expression, produire des pilotes au kilomètre pour être capable d'assurer en fait l'augmentation du trafic. Et ces pilotes qu'on a produits au kilomètre partout dans le monde n'ont pas 10 ans de formation derrière eux. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, parmi les caractéristiques des organisations à haute fiabilité a bien été mise en évidence le développement et le maintien d'un haut niveau de compétence des opérateurs au-delà de leurs simples tâches. Donc bien évidemment, ça fait partie des conditions qui vont favoriser la sécurité en armant finalement les opérateurs au sens large, hein, avec une capacité de développer une intelligence situationnelle, quelle que soit la situation rencontrée, y compris quand elle sort des procédures. Une dernière question, Jean-Yves Govrit. Alors, bonjour. En fait, je suis neuroradiologue interventionnel, donc je fais des interventions assez risquées, dans lesquelles je sais qu'il y a des temps dans lesquels il y a un risque, et à d'autres, il y a moins de risque. Et pour en revenir au vol
Rio-Paris, où je me suis quand même intéressé, il se trouve que c'était un avion ultramoderne, l'A330, qui normalement avait été enseigné pour ne pas décrocher. Ou en tout cas, le décrochage était exceptionnel. Même si on sait que sur cet accident-là, il y a une multitude, effectivement, d'éléments. Mais le jeune pilote qui était là est parti au début, alors qu'il y a eu, en 4 minutes, je crois, 70 messages en disant que l'avion décrochait. Et donc, au tout début, probablement peut-être pas à la fin, mais en tout cas, le jeune pilote a dit « ça n'est pas possible, l'avion ne veut pas décrocher ». Or, ce que je retiens en fait de ça, et c'est pareil dans ma pratique, c'est que la certitude n'existe pas. Et que je pense que dans une situation à risque, quelle qu'elle soit, il faut toujours être... Alors, ce qui est un peu compliqué parce qu'il faut être vigilant, et en particulier là où on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un risque, il y en a toujours un en fait. En fait, je suis tout à fait d'accord. Après, voilà, ça se passe à très haute altitude, où en fait la fenêtre de vitesse qui permet de ne pas décrocher ni par sous-vitesse ni par sur-vitesse est extrêmement réduite. Et alors, pour information, les simulateurs à cette époque-là ne permettaient pas de pratiquer le décrochage à haute altitude. Or, il ne se récupère pas exactement de la même manière qu'un décrochage à plus basse altitude. Mais voilà, cette question du temps disponible et de la criticité des opérations est absolument essentielle parce que justement, dans les mécanismes de décision qu'on va pouvoir mettre en œuvre, ce ne sont pas du tout les mêmes selon qu'il y a une urgence et selon qu'il y a moins d'urgence. Et dans ces organisations à haute fiabilité, quand il y a moins d'urgence, l'une des conditions favorables pour la sécurité, c'est ce qu'on appelle la variété requise. C'est-à-dire la variété requise des points de vue, le fait de mettre plusieurs personnes ensemble pour avoir des analyses croisées et parvenir ensemble à la décision qui semble la plus raisonnable avec les informations données, mais en croisant les points de vue, justement. Oui, ça c'est un autre point sur l'incertitude et le nombre de gens qui donnent un avis. Je rappelle cette phrase historique qui remonte à maintenant 30 ans. Un journal avait dit au moment de la mort de Ben Bella, oui, il y avait trop de médecins autour de lui, il n'avait aucune chance de guérir. Donc, emblématiquement, Frédéric Boiron, à la fois pilote et hospitalier. Oui, merci François René. Je voulais vous saluer, vous remercier, et aussi en tant qu'ancien élève de l'ENAC, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres dans la salle. Merci d'être là. J'avais une analogie aussi par rapport à tout ce que vous venez de dire que je trouve passionnant et intéressant, et c'est très souvent évoqué entre le monde de l'hôpital et le monde de l'aviation. Et une des choses intéressantes quand même dans ce qu'on peut tirer comme enseignement les uns des autres, c'est le contrôle des compétences tout au long de la vie. En fait, un pilote, qu'il soit d'ailleurs pilote privé ou pilote professionnel, il doit reprouver sa qualification tous les ans ou tous les 2 ans. Et s'il change d'avion, il doit passer une qualification de type. S'il change de compagnie, il doit être revalidé par la compagnie. On pourrait dire, un chirurgien qui change d'hôpital, qui change de bloc opératoire, chez nous, ne repasse pas de qualification. Un DG qui change d'établissement ne revalide pas certaines de ses compétences. Dans l'aviation, c'est permanent, et tout au long de la vie. Voilà, on pourrait ajouter qu'il y a même un contrôle médical annuel, ça aussi, après tout. Donc finalement, cette analogie-là, puisque dans l'aviation, c'est accepté, et c'est même finalement très utile, est-ce que vous la feriez avec notre monde ? Alors, ce qu'on appelle la formation récurrente chez les pilotes, celle qui a lieu tous les ans, d'abord, elle est réglementée, et en fait, elle est faite essentiellement sur les situations anormales. Donc, c'est un certain nombre de cas de situations anormales, de cas de panne, qui doivent être passés par les pilotes tous les 3 ans. Donc, on en passe un tiers chaque année. Alors, c'est en train d'être un petit peu revu et sophistiqué pour cibler, en fait, les séances de simulateurs sur des cas de panne plus fréquents ou sur les cas sur lesquels ce pilote-là a eu plus de difficultés ou la compagnie a eu plus de difficultés ces derniers temps. J'ai complètement oublié le début de ma phrase. Je continue sur la deuxième. Non, mais j'ai vraiment oublié, mais c'est pas grave. Alors, voilà, donc c'est exclusivement sur des cas de panne qui sont quand même, malgré tout, dans l'aéronautique, relativement peu fréquents. Donc c'est essentiellement orienté autour de ça. Être capable de faire face à des pannes qui sont plutôt rares
parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle dans l'aéronautique un on-the-job training. Il n'y en a plus, les systèmes sont trop fiables. C'est-à-dire qu'un pilote qui va rencontrer une panne moteur au décollage, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est des choses qu'on est obligé de pratiquer en simulateur et régulièrement si on ne veut pas complètement perdre la main. Alors, ne connaissant pas le milieu hospitalier, je ne sais pas faire l'analogie et je ne me risquerai pas à la faire. Autre élément qui est intéressant dans l'aéronautique sur ce maintien des compétences, c'est au-delà du maintien de cette licence, il faut avoir je ne sais pas comment on dit en français, mais il faut avoir pratiqué un certain nombre de décollages et d'atterrissages dans les mois précédents. Alors, peut-être que dans l'activité hospitalière, il n'y a même pas besoin d'introduire ça. Il se trouve que dans l'aéronautique, la crise Covid a posé un vrai problème, puisque des pilotes sont restés sur le carreau. Alors on parle des pilotes, mais c'est vrai pour les contrôleurs aériens ou pour les mécaniciens, etc. Des pilotes, des contrôleurs sont restés sans activité pendant beaucoup plus longtemps que ce que la réglementation prévoyait. Et là, on a eu des mécanismes de gouvernance très intéressants et très novateurs, puisqu'il a fallu faire des dérogations, et des dérogations à l'appel. Et là, on a vu finalement, non pas la standardisation classique et l'approche très normative et hiérarchique, mais on a vu en fait des dialogues, la mise en discussion entre une organisation donnée et l'autorité pour voir dans quelle mesure des dérogations étaient attribuables dans ces situations exceptionnelles. Merci Mme Bieler. En tout cas, 2 courtes réponses à ce que vous venez de dire. Premièrement, en médecine, practice makes perfect. 2, pendant la crise, dans les services d'orthopédie, qui ont été les plus déprogrammés, et où cette chirurgie pèse très lourd dans l'apprentissage des jeunes chefs de clinique en formation, certains ont connu 18 mois de période où ils ne pouvaient pas opérer et se former, et ça a posé un énorme problème. Certains doyens ont accepté de prolonger des clinicas, il a fallu trouver des... Mais ça a été un vrai problème. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà, merci. Donc, si vous le voulez bien, on se donne un peu de liberté, voilà, ça fait du bien. Et donc, pendant un bon quart d'heure, 20 minutes, avant de faire une pause, nous pourrions échanger sur des questions-réponses avec Patrice Diot, Marie-Noëlle Gérin-Bozin et moi, quel que soit le sujet, peut-être sur la crise, sur l'avenir de nos hôpitaux, des questions tout à fait libres, si vous en êtes d'accord. Et je pense que ce sera la première question qui sera la plus difficile à poser. Sylvia Benzaken. On a dit qu'on ne commentait pas les propos du ministre. Au ministre, mais pas à nous. Moi, je veux bien, oui. non pas commenter les propos du ministre, parce qu'effectivement, ça ne se fait pas, mais le ministre a abordé des sujets qui étaient au cœur de nos débats depuis hier, et j'avais une réflexion après l'avoir entendu, mais encore une fois, ce ne sont pas des commentaires de ce qu'il a dit. Bon, d'abord, moi, j'ai été très intéressé par tout ce qui a été présenté hier et aujourd'hui sur l'incertitude. J'ai appris énormément de choses, et je pense que ces échanges ont été extrêmement utile et constructif. Je voulais à nouveau, François-René, te remercier de l'organisation qui était parfaite. Il faut qu'on retienne des choses de nos échanges là. Et il y a trois ou quatre sujets forts qui sont revenus en filigrane tout au long des échanges. Le premier, encore une fois, je ne commande pas les propos de notre ministre, qui a dit que les CHU qui avaient pu être interrogés quant à ce qu'ils sont, etc., étaient incontestables dans le paysage de la santé dans notre pays. Ça, c'est très important de l'avoir entendu. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que représentent les CHU au sein de notre société. Je ne parle même pas de l'offre de soins, de formation et des recherches. Pour moi, ça doit être considéré comme un objet précieux, puisqu'on dit que c'est le fer de lance du système de santé. Et force est de constater que dans les problèmes qu'on rencontre d'attractivité des carrières hospitalo-universitaires, il y a derrière le fait, je pense, que peut-être,
on ne le considère pas tout à fait autant comme un objet précieux qu'il faudrait pour lui permettre d'assurer l'ensemble de ses missions. Les missions de proximité, ça a été rappelé ce matin, mais aussi les missions de recours, les missions de formation, de recherche, etc. Un hospitalo-universitaire, je l'ai dit hier au cours de la conférence de presse, qui passe sa nuit à faire une garde beaucoup plus lourde que ce qu'elle serait dans un établissement non universitaire, c'est une réalité. Notre lettre a été mal prise, semble-t-il, chers amis, la lettre qu'on a écrite l'autre jour sur les sujets d'attractivité et de comparaison de médecine libérale, médecine hospitalière. J'ai été alerté hier. N'empêche qu'on n'a écrit que des vérités. Et donc, il y a une question de moyens, sans doute, à reconsidérer. Tout ne passe pas par les sujets de rémunération, hein. Ça passe par des sujets de moyens au sein des centres hospitaliers et universitaires pour permettre, et je suis très attaché, moi, au statut hospitalo-universitaire et à la triple mission, pour permettre aux hospitalo-universitaires de remplir leur mission qui évolue tout au long de la carrière, mais que je crois aujourd'hui, on n'est plus tout à fait en capacité de mener sereinement, sans risque d'épuisement, ça a été dit. Deuxième sujet qui est revenu en filigrane tout au long de ces 2 journées, c'est la responsabilité territoriale des CHU. La présidente de la conférence des directeurs généraux et le président de la conférence des présidents de CME sont beaucoup plus compétents que moi sur ce sujet, mais enfin je vois bien, moi, à Tours, que les sollicitations arrivent tous les jours et plusieurs fois par jour à la directrice générale d'intervenir ici ou là, etc., sans forcément que la directrice générale en question, qui est à ma droite, ait les moyens de dire moi je pense qu'on ferait comme ci, comme ça, etc. Si vous voulez, donc à un moment donné, outre le fait que c'est un objet précieux, ça doit être un objet aussi qui joue un rôle dans l'organisation. Tout ne peut pas être descendant. Les directeurs généraux de CHU, me semble-t-il, doivent être en responsabilité pleine et entière si on leur demande d'assurer un rôle territorial. Et ça, je trouve que ça n'est pas tout à fait clair. Quant au troisième sujet, celui de la démographie médicale qui a été abordé ce matin, c'est un sujet que je connais bien. J'ai présidé l'Observatoire national de la démographie des professions de santé pendant 3 ans et je suis le doyen d'une faculté de médecine dans une subdivision et une région qui est particulièrement sous-dotée. Arrêtons d'imaginer que la disparition du numerus clausus va régler le problème. Alors encore une fois, je ne voudrais pas être maladroit, mais notre ministre l'a très bien dit ce matin. Donc ça n'est pas un commentaire sur ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas ça la solution. Donc il faut en trouver une autre et il y a une urgence. Alors je pense que la réforme du 3e cycle des études médicales qui a créé ce nouvel objet que sont les docteurs juniors doit être repensée à l'aune de l'offre de soins. Loin de moi, faites-moi confiance, l'idée de considérer que les internes seraient de la main-d'œuvre médicale à bas prix. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. La directrice générale le sait bien. Donc le sujet n'est pas là. Et il faut aborder les choses en pleine concertation avec les étudiants. Mais ces médecins, docteurs en médecine, docteurs juniors, qui 1 ou 2 ans après, vont valider leur spécialité médicale, ont vocation à servir à l'offre de soins. Je pense qu'il faut qu'on construise une politique de répartition avec les directeurs généraux des ARS et avec les représentants des internes. Et puis, je l'ai dit hier et je veux insister parce que je suis convaincu que c'est un début de réponse à très court terme. Le DES de médecine générale nécessite une 4e année, j'en suis convaincu, je l'ai déjà dit. C'est une spécialité exigeante qui a été sous-considérée pendant très longtemps. C'est vraiment la base de l'offre de soins dans notre pays, la médecine générale. Et je crois que 3 ans, c'est trop court pour acquérir l'ensemble des compétences. Donc je pense qu'il faut une 4e année, et je pense que cette 4e année, phase de consolidation avec des docteurs juniors, devrait concourir immédiatement, finalement, à partir du moment où on le déciderait, de répartir des docteurs juniors un peu partout, mais aussi donc dans des zones sous-denses, dans une politique de répartition courageuse, assumée, concertée. C'est une solution à très court terme. Donc voilà, c'est un sujet que j'ai l'intention de porter dans les semaines qui viennent, et je pense que cette tribune aujourd'hui est l'occasion de faire passer pour la 2e fois en 48 heures ce message dont j'ai discuté tout à l'heure avec Benoît Vallée également. Peut-être en complément de ce que dit notre doyen, on demande effectivement beaucoup aujourd'hui au CHU parce qu'ils sont de fait la concentration de ressources plus importantes que d'autres structures. C'est comme ça correspond à leur mission. Mais ces missions, aujourd'hui, on a du mal à les assumer toutes entièrement. Le doyen le dit pour certaines dimensions universitaires. On peut se dire aussi pour certaines dimensions hospitalières.
Et alors évidemment, les temps ne seront pas probablement propices à ces discussions, encore que, à voir. Mais le sujet de la graduation des soins sur les territoires et de ce qu'on peut faire à un endroit, ce qu'on ne peut pas faire à un endroit, et du maintien de choses strictement impossibles juste parce que politiquement il est difficile d'y renoncer, devient déraisonnable et fait que cette convergence de demandes vers le CHU devient ingérable. Donc c'est sans doute une question qu'on aimerait, qu'on a déjà abordée avec le ministre, mais qui aura besoin de continuer à cheminer dans les esprits de chacun, y compris les élus, hein, parce qu'ils font partie des acteurs qui comptent dans le paysage de ces décisions. Et ces discussions sont difficiles. Qu'est-ce qui reste en proximité? Qu'est-ce qui doit être regroupé? À quel prix? Comment? Avec quelle organisation territoriale? Ce sujet-là, il reste fondamental si on veut éviter que le CHU s'étouffe dans toutes les missions qui lui sont confiées. Voilà, 2 questions, 2 bras se lèvent. Donc voilà, 2 questions et ensuite on fera la pause. Je voulais aborder le problème de la porosité. Dans nos études, on voit bien qu'il y a une ultra ou une hyper spécialisation. J'ai 62 ans et j'ai eu l'impression d'avoir un internat qui était ouvert. Maintenant, on est très centré sur sa spécialité et il n'y a plus de porosité. On a beaucoup de difficultés à passer de l'une à l'autre. Et on a été formés sur un socle commun qui nous permettait d'être médecins avant d'être spécialité. Et on voit que cette notion disparaît. Vous parlez, madame, de l'animation des territoires. On n'a plus de médecins qui veulent faire la visite dans un secteur de post-urgence parce qu'ils sont spécialisés en gastro-entérologie et qu'ils veulent voir que les problèmes de gastro-entérologie, parce qu'ils sont rhumatologues et qu'ils veulent voir que les problèmes de rhumatologie. Et ça, c'est un vrai problème sur cette manque de porosité. Je voulais savoir s'il y a des réflexions en cours pour justement qu'il y ait des passerelles interspécialités. Avant que Patrice Diot ne réponde, je dirais, Jean-Yves, qu'il faut faire attention et ne pas penser, comme certains universitaires, à des formations qui ne mènent à rien. Nous sommes formés pour une fonction. Quand j'ai débuté ma chirurgie, il y avait encore des chirurgiens qui faisaient, dans beaucoup de gros hôpitaux non universitaires, la réduction de la fracture en urgence, traiter les problèmes d'urologie et opérer la chirurgie générale, voire vasculaire. Aujourd'hui, cette fonction-là n'existe plus, même dans les centres hospitaliers, ou bien on envoie le malade ailleurs, ou bien les équipes sont relativement sectorisées. Il ne sert plus. Par contre, connaître les frontières de sa propre discipline, voilà ce qui est capital. Quant à la question que tu as posée, médecine générale, les problèmes d'urgence et de médecine polyvalente, on a un spécialiste ici, et je pense qu'il était encore là ce matin, c'était Philippe Morla, qui a écrit un rapport sur ce sujet. Effectivement, c'est un problème qui est lié à des fonctions précises dans les hôpitaux. Donc là, ça vaut la peine de se poser la question. Alors d'abord, j'ai le même âge que vous, donc j'ai la même expérience que vous avez décrite de formation qu'on choisissait finalement en cours d'internat. Quelquefois, moi, quand j'ai commencé mon internat, c'était avec l'idée de faire de la cardio. Je suis devenu pneumologue parce qu'avant de passer en cardio, je suis passé en pneumo. Ça m'a beaucoup plu et ça s'est fait comme ça. Alors, bon, il faut reconnaître que on a, je crois, le record du monde du nombre de spécialités médicales en France. On n'a fait qu'augmenter, et la dernière réforme du 3e cycle, en 2017, a conduit à créer 44 DES, plus des FST, plus des options. Donc je suis d'accord avec vous, on a un système qui, je pense, est excessivement tubulaire, et qui, en plus, pour lequel les étudiants doivent se déterminer très tôt. Là, on parle du début du 3e cycle, mais en fait, la réforme du 2e cycle va les amener finalement déjà à prendre des options dès la 6e année. Donc je suis d'accord avec vous, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et donc, derrière ça, il y a effectivement l'offre de soins plus polyvalente. Là-dessus, peut-être et la possibilité de réorienter sa carrière, au fond, c'est ce que vous disiez. Donc il y a 2 choses. Premièrement, Benoît Weber, qui est en charge du suivi de la réforme du 3e cycle, est dans la salle en face de moi, il pourra compléter mon propos. Le 2e DES, qui était prévu là, qui devait être mis en place très, très vite, va pouvoir l'être. Les textes sont prêts. Et donc,
médecin pourra réorienter sa carrière au prix d'un petit complément de formation qui dépendra de sa situation personnelle. Après, je crois, 3 années d'exercice, mais je pense que Benoît pourra compléter. Après, c'est le sujet de la médecine polyvalente. Hein. Philippe Morla, qui est juste devant vous, deux rangs devant vous, là, et moi avons beaucoup travaillé ce sujet il y a quelques années. Je pense qu'il y a 200, de mémoire, je crois, 250 médecins polyvalents, qui sont souvent des médecins généralistes, qui partent à la retraite chaque année pendant 5 ans et qui tiennent des petites structures en milieu rural, en réalité très souvent, et qui sont très utiles. Alors, pour faire avancer ce projet, il faut que chacun s'interroge sur sa mission, et en particulier les spécialistes de médecine générale, qui, tout au long des discussions que j'ai pu avoir avec eux, considéraient que leur exercice ne pouvait pas se concevoir en dehors de l'ambulatoire strict. Moi, je pense que c'est une erreur, et je pense qu'il faut considérer que cette offre de soins dans des structures légères est extrêmement utile, et qu'elle a vocation à être ouverte en particulier aux spécialistes de médecine générale. Il me semble que sur ces deux sujets-là, Benoît Weber et Philippe Morla pourraient sûrement s'exprimer très utilement. François René. Bon. Comme vous voulez, mais à ce moment-là, une intervention très courte. On va essayer. Et puis une toute dernière question. Non, mais je peux effectivement confirmer ce que vient de dire Patrice Diot. Les médecins pourront réorienter leur carrière avec un deuxième DES après 3 ans d'exercice et une formation plus ou moins courte ou plus ou moins longue en fonction de leur acquis précédent. Oui, changement dans la de discipline, ça dépend de ce qu'on veut faire comme changement de discipline. Si on veut, par exemple, en étant réanimateur médical, devenir anesthésiste réanimateur, la formation sera plus courte que si on veut devenir dermatologue. C'est du bon sens. Et puis, il va y avoir une FST de médecine polyvalente qui devrait peut-être permettre de retrouver des médecins ayant une certaine polyvalence et pouvant répondre à votre souhait, notamment de visites dans les services de post-urgence. Voilà, mais c'est vrai qu'on a une formation qui est probablement un petit peu trop tubulaire, et c'est à suivre de très très près, et peut-être qu'il faudra réorienter les choses dans l'avenir. Merci. Dernière question, courte et réponse courte. Il y a beaucoup de choses intéressantes, je vais tâcher de me concentrer du coup sur un point. Vous avez appelé de vos voeux par 2 fois, monsieur le professeur Diot, à un allongement de la durée de l'internat de médecine générale. Vous comprendrez que je suis dans une certaine posture en tant que représentant des internes ici. La posture, c'est qu'on considère, à mes yeux, pas assez l'interne comme un étudiant, un individu en formation. Et on a tendance rapidement, notamment au CHU, dans les CHU en général, à les considérer comme des variables d'ajustement de ressources humaines et politiques. Donc, je ne m'inscris pas en opposition avec ce que vous dites, mais j'attire vraiment votre attention sur ce point, et il me paraît fondamental, notamment quand on parle de prévention primaire et de bien-être des internes, ils le perçoivent quand ils sont ballottés de cette façon-là ou pas. J'attire à cette occasion l'attention en fait, sur le fait que les internes sont quand même des étudiants en 3e cycle. Et donc si on compare la formation qui est proposée aux internes dans la plupart des facultés, elle est inexistante parfois. On avait fait une enquête très ciblée, très précise, très complète dans une faculté dans laquelle les internes sont quand même plutôt heureux globalement. Je peux vous dire son nom si vous le souhaitez. Au final, 2/3 des internes étaient obligés de s'inscrire à des DU pour avoir les notions de base. C'est-à-dire qu'il y a des internes de 3e cycle qui payent des frais d'inscription universitaire tous les ans, qui ne sont pas très élevés, certes, et qui n'ont aucun cours fondamental sur la mécanique obstétricale ou des choses comme ça, et qui sont obligés de payer jusqu'à 6 000 € de DU, 8 000 € de DU au cours de leur internat pour avoir cette formation de base. Donc je pense qu'il y a vraiment je prends un exemple précis là, mais je pense vraiment qu'il faut reconsidérer la formation des internes et rajouter des années aux internats, pourquoi pas, mais pour moi, ça doit se concevoir une fois qu'on aura poussé à fond la formation qu'on peut donner à un interne dans sa spécialité. Et voilà, bien former un interne de chirurgie, ça peut passer par de la simulation, par du vrai compagnonnage avec un vrai regard, une vraie observation de ce qu'il fait et du retour derrière, etc. Le champ de l'éducation médicale est monumental et il est sous-exploité, voire inexistant en France. Je dis ça avec beaucoup de respect pour les universitaires qui s'investissent sur cette question et qui sont brillants en France, mais c'est encore un champ inexploité. Et voilà, rajouter une année, pourquoi pas, mais il y a déjà beaucoup de choses à faire avant de considérer cet élément-là pour moi. Je vais m'en tenir là pour tenir le temps. Merci.
Merci pour ce commentaire très important pour les internes. Je propose de clore la session et on se donne rendez-vous à 10h45 ou 10h50 pour écouter M. Ettori et puis clôturer avec 2 annonces que nous allons vous faire. Donc ne partez pas, nous allons vous faire 2 annonces en fin de session.